Voilà. Je vous remercie de couper vos caméras si vous êtes ennuyés pour des questions de droit à l'image par cet enregistrement, mais on estime que c'est important quand même de partager ce premier rendez-vous du GDR. Et donc, je vais vous présenter son historique en quelque sorte. Belles ces photos. Ouais, un bon panel. Ah ouais. Donc, l'historique de ce GDR, ça commence avec un groupe de travail avissant de l'ITMO Technologie pour la Santé, que dirigeait Jean-Luc Galzi. Et dans le cadre de ce travail, il y a notamment eu une enquête nationale qui a été réalisée en 2018 et qui a permis un petit peu de faire une idée de ce champ de recherche en France. Et donc, 96 équipes ont été contactées, on a eu 43 réponses. 34 équipes étaient intéressées par la participation à un réseau qui pouvait organiser la recherche sur les organoïdes. Et on a aussi eu comme information que 13 équipes développaient une activité de plateforme, de service sur la base des organoïdes. Vous pouvez voir aussi que les organes de ces différentes équipes couvrent beaucoup de choses. Voilà, c'est très très large. Donc ça va de l'intestin à la peau, passant par le poumon, si je résume. Et donc cette initiative a débouché sur la création d'un GDR, donc un groupement de recherche, c'est une structure propre au CNRS, qui à ce jour rassemble 72 équipes et 190 membres, et qui donc rassemble donc des équipes de toute la France. Alors là, je l'ai mis arbitrairement du nord au sud, donc de Lille à Marseille. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses équipes. Il y a une dizaine d'années, on avait tenté déjà de retrouver Pascal, bonjour. Je vais te chez ce Montchor Royal. Voilà. Donc, ce grand réseau nous permet d'imaginer beaucoup de choses pour le futur. On est soutenu dans cette approche par, bien sûr, le CNRS, mais également les différentes tutelles nationales que sont l'INSERM, le CEA, Avissant, l'INRAE, et vous allez voir donc les entreprises qui seraient intéressées dans cette thématique. Et nous avons donc créé un comité de pilotage pour organiser le GDR en fonction de différents ateliers, que sont donc l'atelier recherche, valorisation, plateforme, formation, et ainsi que éthique et intégrité scientifique. Donc, les noms soulignés que vous voyez ici sont les responsables de plateforme, et donc ils vont vous présenter les actions que nous souhaitons développer grâce au GDR. Donc, le premier atelier donc, sera l'atelier recherche, et je vais passer la parole à Maxime Mahé de Nantes. Bonjour à tous. Vincent, je te relaisse les participants. Oui. Donc, merci de tous être présents pour cette première réunion du GDR. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter un des ateliers qui a été proposé au GDR, qui est l'atelier qu'on a nommé assez généralement recherche. Alors, pour quelles raisons nous avons choisi de faire apparaître cet atelier? Alors, tout d'abord, vous savez, les organoïdes deviennent des modèles qui nous concernent de plus en plus, aussi bien dans toutes les disciplines, pour répondre à diverses questions. Et c'est un champ de recherche qui a connu un essor depuis ces dizaines d'années, et qui nous permet justement d'utiliser notamment les modèles animaux, mais aussi d'aller un peu plus loin, notamment pour les modèles chez l'homme, dans lequel on va pouvoir étudier diverses choses comme les pathologies, bien sûr les interactions, faire du biobanking, du drug screening, et aller vers la médecine régénérative. Et beaucoup de challenges se posent pour nous, chercheurs en France qui s'intéressent aux organoïdes. C'est tout d'abord savoir comment faire ces organoïdes, les générer. Alors pour ceux existants, quels sont les protocoles? Pour les nouveaux, quelles vont être les stratégies pour développer de nouveaux organoïdes d'organes? Et quelles sont aussi les nouvelles technologies qu'on va pouvoir associer à ces organoïdes pour pouvoir les rendre beaucoup plus reproductibles, pour pouvoir aller chercher de nouvelles fonctions moléculaires, de nouvelles fonctions, de nouvelles approches fonctionnelles. Il va falloir un petit peu réfléchir à toutes ces stratégies pour pouvoir répondre à ces questions de recherche.
Et ce module est né justement de toutes ces interrogations qui ont été levées par des utilisateurs des organoïdes, des créateurs d'organoïdes, mais aussi de personnes qui souhaitent les utiliser. Et nous avons formé cet atelier. Alors, Vincent, l'atelier aujourd'hui, nous l'avons dichotomisé de cette manière, donc avec 4 grands mots-clés. C'est un module qui s'intéresse à la génération des organoïdes. Donc, quels sont les nouveaux outils, nouveaux instruments pour pouvoir... Comment on peut utiliser les organoïdes justement pour répondre aux questions de recherche. Ensuite, un module plus caractérisation, la validation de ces modèles, de ces nouveaux modèles. Un module plus intégration, la complexification des modèles. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'émergence de modèles épithéliaux notamment ou d'autres qui sont entre guillemets, qui représentent un type cellulaire, mais comment on peut les complexifier, rajouter de nouveaux types cellulaires, un système immunitaire, un microbiote par exemple, ou venir les complexifier avec des cellules vasculaires, des neurones par exemple, et pouvoir les intégrer avec des devices, des systèmes beaucoup plus complexes comme la microfluidique, les capteurs, pour faire des organoïdes on chip par exemple, pour pouvoir aller encore plus loin dans la question de recherche. Et enfin, un dernier volet qui est plus que nous avons appelé volet exploitation, qui concerne les applications autour des organoïdes, alors qui sont diverses et variées. On ne sait pas, nous ne sommes pas restreints à juste un champ d'application, mais allons explorer l'ensemble des thématiques de la modélisation des pathologies jusqu'à la médecine de précision, voire la médecine régénérative. Voilà, l'ensemble de ces mots-clés, 4 volets, constitue en fait cet atelier recherche. Alors l'atelier, il est piloté par un bon nombre de personnes qui sont toutes ici et qui ont tous contribué à cette réflexion commune. Mais nous tenions à vous dire aussi que cet atelier, il va vivre non pas juste grâce à ce groupe de pilotage, mais aussi grâce à vous. Et ce qu'on attend, c'est que tous les membres du GNR participent justement à ces différents ateliers pour les faire vivre, pour qu'on puisse perdurer dans le temps et pouvoir proposer des activités à l'ensemble des membres du GNR qui leur soient bénéfiques, aussi bien pour comprendre les organoïdes, les utiliser, mais aussi pour aller plus loin dans la compréhension et l'utilisation de ces modèles pour répondre encore une fois aux questions de recherche qui intéressent les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé pour ce module recherche? Donc, tout d'abord, nous avons souhaité mettre en place un format un petit peu informel, si je puis dire. Alors, on l'a appelé Webinorg. C'est une forme de la-meeting au final. On propose des rencontres en visioconférence à l'ensemble des membres du GDR. L'idée, c'est de créer un format court d'1 heure avec une intervention d'une personne qui souhaite présenter son projet de recherche. L'idée, c'est potentiellement d'avoir des projets non polichés ou des projets en cours de construction qui concernent les organoïdes et sur lesquels on va pouvoir discuter ensemble, soit comprendre un petit peu le projet, avoir un retour, un feedback qui va nous permettre justement de créer de l'émulation scientifique autour de ça. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez informel, mais assez récurrent, avec une fréquence pour pouvoir justement garder une sorte de fréquence, d'un rythme qu'on va imposer au GDR pour pouvoir mélanger, favoriser les interactions entre les gens. On va lancer dans quelques semaines un sondage à l'ensemble de la communauté pour proposer une fréquence et un horaire. L'idée, c'est de proposer une date fixe avec un horaire fixe récurrent. Les gens qui pourront y participer viendront, ceux qui ne pourront pas, tant pis. Mais on essaiera de le maintenir de cette manière. Et enfin, de proposer un calendrier, probablement avec, pour les premiers calendriers, les volontaires qui viendront proposer un petit peu un sujet du laboratoire qui veulent présenter à la communauté. Et ensuite, continuer sous forme de volontariat, bien évidemment, ou d'invitation, ce format. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire un congrès très formel, c'est de proposer un format qui va susciter la conversation et la discussion. Encore une fois, l'objectif, c'est l'échange basé sur l'échange scientifique essentiellement, la création, le renforcement des réseaux des collaborateurs, mais aussi pour nous permettre d'identifier les besoins des membres du GDR et pourquoi pas les véhiculer au travers des autres ateliers, soit proposer des workshops particuliers, soit proposer de nouvelles conférences. La deuxième activité qu'on souhaite proposer dans cet atelier, c'est des workshops thématiques qui seront proposés au fil de l'eau, alors sous l'impulsion du COPIL,
grâce aux partenaires du Club des industriels, on va pouvoir avoir l'émergence de sujets qui veulent être mis en avant, et dans ces cas-là, on aura des workshops dédiés, ou également les membres. Vous êtes aussi force de proposition. Si vous souhaitez avoir des workshops plus dédiés sur la culture des cellules souches adultes pour former des organoïdes, ou à l'inverse des IPS, on peut travailler ensemble autour de la proposition de workshops thématisés, et après nous verrons ensemble comment nous les mettrons en place. Bien évidemment, tous ces workshops seront liés à la culture des organoïdes et aux technologies associées. On va essayer dans un premier temps de garder vraiment l'organoïde en mots-clés avec des technologies autour qui peuvent justement favoriser l'analyse, l'étude, l'utilisation de ces organoïdes. De la même manière, ce calendrier sera diffusé sur le site web du GDR. Donc, le premier workshop qui est proposé va avoir lieu au cours de l'école d'été. Ce sera le workshop qui sera proposé par Stem Cell Tech pour la culture justement des organoïdes épithéliaux. De la même manière, alors ça c'est un petit peu le fil rouge de l'atelier, c'est de proposer une conférence annuelle, alors une conférence thématique, dans lequel en fait ça sera plus un format une journée ou 2 journées que nous sommes encore en train de définir pour pouvoir avoir une rencontre avec des keynote speakers, mais aussi une rencontre avec les ensembles des personnes souhaitant proposer leur recherche, valoriser leur recherche à travers de conférences. À l'heure actuelle, nous avons, je pense que Audrey va nous en parler dans un moment, mais il y a déjà un webinaire qui est proposé en décembre 2021 sur la valorisation. En automne 2021, Vincent, peut-être que tu pourras apporter des informations, mais il y a un colloque à Viescent sur la modélisation des organoïdes qui avait été... Je vous en parlerai. Parce que... Tu nous en parleras. Oui. Très bien. Et nous sommes en train de construire un programme pour le printemps 2022 sur l'utilisation des organoïdes autour de la médecine, alors avec vraiment une idée de proposer un programme autour de l'utilisation des organoïdes en clinique, notamment pour tout ce qui est médecine personnalisée. Je m'arrêterai ici, et bien évidemment, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va peut-être rassembler les questions à la fin. Je vous proposerai aussi, de toute façon, à la fin de cette présentation, un résumé du calendrier voilà, pour les éléments propres à chaque atelier. Et donc, le point suivant sera sur la valorisation. Je ne sais pas si Nathalie ou Audrey prend la parole sur ce point. Je vais commencer. Bonjour à tous. Vas-y. Alors, comme Vincent vous l'a dit au tout début, Nathalie Picolet-Dahan et moi animons en fait cet axe valorisation. Alors, quand on a réfléchi au montage de ce GDR, on s'est dit que c'était un axe qui était important à mettre en avant parce que l'idée ici, c'est vraiment de favoriser les échanges entre le public, principalement les académiques et les partenaires privés, puisque ça va être des échanges primordiaux pour vraiment être sûr que les organoïdes et les modèles qu'on va développer, organoïdes on chip, qu'on va pouvoir développer nous au sein des laboratoires, vont répondre aux critères plus tard pour aller éventuellement vers une médecine personnalisée, vont répondre aux critères des partenaires privés et des partenaires cliniques, puisqu'ils travaillent aussi main dans la main pour tester et développer des médicaments, des drogues qui vont permettre éventuellement de traiter les patients. Donc bien sûr, ces échanges-là, ils vont nous permettre de réfléchir et voir comment on peut améliorer la qualité des organoïdes. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui va se faire en réflexion et en étroite collaboration avec l'axe recherche. De toute façon, tous les axes du GDR, vous l'aurez compris, travaillent ensemble. Le but d'ici, c'est améliorer la fabrication, mais aussi vraiment mettre au point des standardisations de méthodes pour caractériser fonctionnellement ces outils-là, apprendre à mieux les connaître. Maxime l'a dit aussi, standardiser les méthodes de culture, parce qu'on sait tous très bien qu'en fonction de conditions de culture, on va voir certaines choses apparaître ou pas, et ça, c'est primordial. L'idée, c'est vraiment de répondre collectivement aussi à différents défis, donc pareil, en partenariat avec les axes de recherche et les axes éthiques, et ça, l'éthique va être fondamentale, on vous en parlera plus tard. Répondre aux questions sanitaires, de développement de médicaments, mais aussi des questions alimentaires, des questions sur l'environnement, tout ce qui va être susceptibilité et médecine personnalisée. C'est fondamental pour les développements des drogues et des traitements pour les patients, voire même des diagnostics. L'idée aussi, c'est de voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire en termes de bioproduction de ces outils-là
comment aussi les conserver, les congeler, les décongeler, comment les caractériser suite à ces différentes étapes. Et forcément, tout ça, c'est lié à la stratégie des 3 R, avec la création et la validation de nouveaux modèles qui vont être très importants pour essayer d'utiliser moins d'animaux et qui sont certainement, pour certaines, bien plus proches de l'homme que certains modèles d'animaux peuvent l'être. Une autre partie, forcément, dans cet axe public-privé, ça va être le transfert de technologie avec des modèles que nous, dans le public, on va pouvoir développer et qu'on va pouvoir éventuellement passer, sous certaines conditions, bien sûr, mais au privé. Mais aussi, comment le privé peut nous aider à développer ces modèles via des technologies qu'ils ont pu développer, des méthodes d'analyse, des conditions de culture qu'ils ont pu aussi tester de leur côté, puisqu'ils font aussi de la recherche et du développement. Et donc, pour tout ça, il va falloir identifier des partenaires privés qui travaillent dans les domaines des organoïdes, ou en tout cas qui ont un intérêt réel pour cette thématique, mettre en place des rencontres pour qu'on apprenne à se connaître et à discuter de nos besoins mutuels. Donc, on va mettre en place des speed dating, des workshops entre les laboratoires publics, mais aussi les responsables de formation et les entreprises privées. Et là, le club des partenaires, dont on va vous parler tout à l'heure, va jouer un rôle primordial là-dedans. Et bien sûr, éventuellement, il y a aussi la possibilité de mise en place de thèses chiffres, de montage de dossiers FUI, de laboratoires communs, voire de création d'entreprises. Vincent, s'il te plaît. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, vous avez ici nos coordonnées et à quoi on peut ressembler. Donc Nathalie et moi, Nathalie vous parlera juste après. Et pareil, Vincent, s'il te plaît. Et donc, les premiers objectifs qu'on s'est fixés pour cette année, pour cet axe, c'est vraiment axer peut-être les discussions sur tout ce qui est le transfert des technologies, l'innovation industrielle et bien sûr les aspects éthiques et réglementaires qu'il faut absolument prendre en compte dans le développement de ces outils. Et forcément, les partenaires privilégiés pour nous dans cet axe-là, ça va forcément être les cellules de valorisation de nos différentes instances, le CEA, Interm Transfer, CNRS Innovation, la BPI et le réseau des SAT, et bien sûr INRAE Transfer et certainement d'autres. Donc pour cette année, je vais peut-être laisser la place à Nathalie pour qu'elle vous parle un peu plus de ce qu'on va mettre en place vraiment cette année. Je remets la caméra. Merci, merci Audrey. Donc, en termes d'animation, effectivement, les quatre questions clés qu'on veut adresser, c'est pourquoi et quand valoriser. Donc, pourquoi et quand s'engager dans une démarche de valorisation. Donc ça, on le verra à la fin avec l'animation d'un workshop, justement, pour avoir les conseils, les bons conseils et les bonnes pratiques pour une valorisation réussie. Vers qui valoriser? Donc, quels acteurs impliqués dans la valorisation, que ce soit au niveau de la recherche préclinique, de la recherche clinique et des partenariats industriels. Aussi, quels sont les outils qui vont être utiles et sur quelle structure de valorisation on va pouvoir s'adosser pour pouvoir valoriser les travaux de recherche. Donc, que ce soit les SATT, les cellules de valorisation de nos différentes tutelles, les incubateurs d'entreprise également. Et puis, quelles sont les démarches et les modèles de valorisation à adopter pour pouvoir valoriser. Donc ça dépendra effectivement du type d'acteurs vers qui on va se tourner. Mais on parlera justement des aspects pratico-pratiques, je dirais, avec les différents types de contrats, de non-divulgation, les contrats de licence, de transfert technologique, de savoir-faire, les accords de collaboration. Enfin bon, il y a tout un panel d'outils qui sera intéressant de décliner et de détailler au cours justement de ces workshops et de ces différents ateliers. Vincent, s'il te plaît. Alors, comme Audrey l'a dit aussi, donc ces ateliers autour de la valorisation donc des organoïdes et organoïdes on-chip, ça vise à intégrer les enjeux et les intérêts, alors je dirais des recherches, puisque c'est à différents niveaux, à la fois la recherche fondamentale, préclinique, clinique et industrielle, encore une fois, et le tout vraiment en cohérence avec les aspects réglementaires et éthiques qui sont également essentiels dans ces interactions.
Donc, ces événements se feront en lien étroit avec les autres composantes du GDR. Donc là, on a différents axes au niveau du GDR, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas du tout cloisonné. Et au contraire, il y a vraiment des passerelles entre les différentes thématiques. Donc, que ce soit l'axe recherche, comme il a été présenté, l'axe éthique, également le réseau des plateformes, et le club des partenaires industriels dont je parlerai juste après. Donc, des séminaires et des tables rondes seront organisés, illustrés de retours d'expérience et de témoignages aussi de chercheurs académiques et d'acteurs industriels qui ont déjà ou qui ont prévu d'interagir dans une démarche de valorisation. Donc, on souhaite vraiment que ce soit très vivant, très interactif, avec des expériences terrain, réussies ou non réussies d'ailleurs. C'est aussi intéressant d'avoir les raisons des échecs ou des écueils dans ces interactions. Et enfin, nous envisageons des séminaires aussi inter-GDR, donc que ce soit des interactions avec le GDR microfluidique, d'imagerie Imabio ou Réparer l'humain, pour n'en citer que quelques-uns, parce que voilà, ça nous semble être intéressant d'avoir des synergies entre les différents GDR et le GDR organoïde. Donc, pour vraiment enrichir les échanges et les informations sur cette thématique des organoïdes qui, encore une fois, est très pluridisciplinaire et transverse. Vincent, s'il te plaît. Alors, sur les aspects pratiques, ce que nous avons fait avec Audrey ces dernières semaines, c'est de mettre en place un document, donc une charte d'engagement au club des partenaires industriels. Donc ça, c'est des documents que vous retrouverez sur le site web. Donc cette charte, en gros, elle précise finalement quel est l'engagement du partenaire vis-à-vis du GDR. Donc dans l'idée, on s'attend vraiment à ce que le partenaire participe activement à la vie du GDR et contribue aux manifestations justement qui vont permettre de réunir la communauté scientifique. Et puis, cette charte précise aussi en retour les avantages du partenaire justement à rejoindre cette communauté et à adhérer au club, avec par exemple pouvoir bénéficier des actions de veille scientifique et technique, de bénéficier aussi du réseau scientifique du GDR organoïde pour pouvoir faciliter les partenariats et les collaborations. Et également, le GDR finalement va permettre aux partenaires d'avoir une visibilité par exemple en présentant ses activités, son savoir-faire, ses équipements, etc. Donc, à ce jour, nous sommes ravis car nous avons déjà donc 11 industriels et un pôle de compétitivité qui ont déjà rejoint le club. Donc, vous avez dessous les logos. Et nous invitons les partenaires justement à exprimer sur le site web leur intérêt à rejoindre le GDR et à participer au club. Et à l'image de Transgène, par exemple, donc vous avez le premier verbatim qui nous a été soumis par un partenaire. Et ça permet vraiment de montrer les intérêts spécifiques des partenaires en fonction de leur champ d'activité. Donc, en termes de calendrier, il y aura donc des ateliers trimestriels d'organiser. La semaine prochaine, il y a une école thématique avec une journée dédiée à la valorisation, donc qui sera composée de cours, mais aussi d'un atelier table ronde qui permettra justement d'aborder le thème des interactions entre académiques, cliniciens et industriels pour le développement et l'utilisation des organoïdes. Et enfin, nous avons prévu donc pour la fin d'année une formation valorisation pour les académiques en partenariat avec justement les cellules de valorisation. Donc la dernière slide, Vincent, s'il te plaît. Et donc vous pouvez... oh, il y a de l'écho. Vous pouvez d'ores et déjà retenir la date dans vos calendriers. Donc ça sera début décembre, soit le 7, soit le 10.
pour une demi-journée, une matinée, une demi-journée en visio. Et l'idée, voilà, c'est de donner un petit peu des conseils et les bons usages en matière de valorisation. Donc là, il y aura des acteurs de la valorisation de MITERM, du CEA, de SATT, et également des retours d'expérience et des témoignages. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir informés pour vous inscrire à ce workshop en décembre. Bien. Merci beaucoup Nathalie et Audrey. Maintenant, je vais laisser la parole. Je crois que Bertrand Pin était présent, Bruno Clément également. Je ne sais pas si l'un de vous veut parler un petit peu de l'activité. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Bonjour. Et Bruno est aussi présent. Oui, je suis présent, mais tu peux commencer, Bertrand, pas de souci. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, c'est ce que j'ai un peu indiqué. Alors, la notion de plateforme, c'est une structure, c'est une notion assez mouvante. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans les 2 dernières années. Comme c'est indiqué sur la slide, la diapo, on a a priori repéré 11 plateformes en France qui offriraient ou qui offrent ou qui offriront des services justement pour fournir des organoïdes avec les spécificités de chacune de ces plateformes. Il y en a qui ne sont pas encore listés, hein, ça c'est clair. Il y en a qui sont en train d'émerger également. Donc, il y en a 7 demandes de labellisation Ibiza. Certaines sont très organisées, certaines sont beaucoup moins avancées. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que nous avons une réunion prévue effectivement le 15 pour essayer d'harmoniser, on ne va pas dire le discours, mais en fait au moins les présentations des différentes plateformes sur des critères relativement communs. Alors quand on parle de plateforme, ça veut dire un service. Et le service, il est ouvert à la fois en interne au niveau des institutions, mais aussi aux extérieurs. Et c'est toutes ces considérations à la fois réglementaires, tarifaires, de propriété intellectuelle, de diffusion des résultats, et qui sont à définir. Alors, certaines sont très, très avancées. Hein. Je pense qu'Audrey pourra confirmer qu'à Toulouse, vous êtes très avancé. Bruno, je pense qu'à Rennes, vous êtes très avancé. Certaines sont plus ou moins en ordre de marche. Mais le système, ce sont en général des machines assez lourdes à mettre en œuvre. J'ai eu l'occasion de discuter, je ne sais pas si Laurent Poulain est là, mais pour la semaine thématique, enfin l'école thématique de la semaine prochaine, on a pas mal interagi sur ce point-là. Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes. Et on a peu avancé en fait sur une structuration commune et sur on va dire une proposition globale. Donc, il y aura des spécificités pour chacune des plateformes. Est-ce que Bruno, oui, je laisse la parole à Bruno. Juste pour contextualiser un peu l'affaire, c'est que suite au groupe de travail organoïde, en fait, Avicent avait décidé de mandater Ibiza sur un peu une mission exploratoire des on avait planché avec Jean-Luc, on a été présenté en fait avec Jean-Luc ce genre de projet, oui, tout à fait. Voilà, donc, et c'est pour ça que ça permet de faire une définition un peu stricte, hein, c'est ce que disait Bertrand tout de suite, et qui différencie le plateau technique de la plateforme. Donc là, on parle bien de plateforme selon les critères Ibiza, charte Ibiza, voilà, de normalisation, production, facturation, etc. R&D aussi, parce qu'il s'agit aussi de se différencier des startups qui produisent de l'organoïde. Hein. On est vraiment selon un mode, l'idée, c'est le mode Ibiza avec vraiment la charte Ibiza. Ce qui fait que… C'est exigeant, attention, hein. C'est quand même très exigeant. Alors, c'est une charte très exigeante. Il n'est pas certain que, et nous y compris d'ailleurs, soyons capables de cocher toutes les cases. C'est très compliqué de cocher toutes les cases. Donc, Ibiza s'est mis dans une démarche un peu d'accompagnement, je
que je trouve vraiment très bien, où on va interagir avec eux pour montrer un petit peu le réseau qui est en train de se constituer, les spécificités de chacun, les expertises. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de la production et de la vente, puisque, comme je disais il y a 2 secondes, il y a des CRO, enfin, ou des producteurs d'organoïdes en Suisse, en Allemagne, Pays-Bas, etc., qui font ça très bien. Donc, vous voyez un peu la difficulté de l'exercice. Hein, c'est que, c'est ce que, voilà, je reprends ce que disait Bertrand, c'est-à-dire de définir vraiment ce que l'on veut et où c'est utile. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, tous les sites n'auront pas des plateformes, et puis c'est une démarche vers le haut, positive, mais toujours en se calant sur la charte Ibiza. Et voilà. Et dans un contexte également, parce que le point auquel, enfin, moi je dis toujours ça, mais un organoïde n'existe que quand il y a de l'analytique à la clé. Et ce n'est pas parce qu'on produit une petite boule dans un Eppendorf. Je crois que le couple, en fait, production donc ça passe beaucoup par d'imagerie. Enfin, voilà, on ne va pas refaire l'histoire que vous connaissez très bien. Ce couple-là sera certainement un élément important pour Ibiza, de montrer que c'est intégré finalement dans un périmètre capable de répondre à ces enjeux. C'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une production, c'est vraiment l'intégration d'une chaîne de valeur. Et la difficulté à laquelle toutes les plateformes qui sont listées ici, et puis éventuellement quelques-unes autres, c'est la multiplicité aussi de nos tutelles, qui n'ont pas forcément le même ni logiciel ni la même grille de lecture. Et donc, vous pouvez très rapidement, et Bruno, je le vois rire, mais très rapidement, voir la difficulté. C'est ce que je pense de la réforme de la recherche. Donc, zen. Donc, c'est pour vous dire que c'est un chantier. Donc, on a listé, je pense qu'il y a des volontés qui sont affichées, qui sont très présentes et les gens sont très fortement engagés. L'intérêt au moins de cette première liste, c'est que l'on voit qu'il y a beaucoup… Alors, on n'a pas mis les tissus qui sont concernés, mais il y a peu d'overlap. Donc, ça veut dire que a priori, il y a quand même une relative spécificité de chacune des plateformes. Et pour moi, c'est quand même quelque chose de très, très positif pour justement éviter des doublons ou qui seraient absolument délétères en termes de visibilité. Et donc, la notion de réseau de ces différentes plateformes avec des spécificités à la fois tissulaires et d'expertise fera que l'exercice sera couronné de succès ou pas. Mais je pense que c'est quand même du long terme. Donc, voilà. Et juste pour terminer, vraiment, ma dernière, c'est que dans la chaîne de valeur que mentionne Bertrand, on peut aller jusqu'au biobanking, donc selon des normes de banking voilà, que l'on connaît ou pas, sur lesquelles on doit réfléchir. Enfin, il y a tout ce processus. CRB, voilà. Donc, réflexion de standardisation. Ouais. Mais c'est un chantier qui est lourd et je pense qu'il y a on est plusieurs à essayer de s'y coller. Mais ça passe faire un coup de cuillère à peau, quoi. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et puis, on va essayer d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Bruno, Bertrand, pour cette vue d'ensemble de notre travail. Je vous propose de passer donc aux actions de formation du GDR. Et donc, Jean-Luc, probablement, j'espère, pourra nous expliquer dans l'ensemble. Et Jean-Luc Galzi, donc, et Francky F. nous parlera peut-être plus spécifiquement de l'InnoContest. Voilà. Jean-Luc, est-ce que tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Déjà, félicitations à Vincent pour avoir réussi à réunir autant de monde aujourd'hui autour de ce projet. Et félicitations à tous les jeunes qui prennent ce projet en cours et en marche et en main pour qu'il se développe bien. C'est une belle réussite à ce stade. Alors, pour les actions de formation, je ne vais pas vous cacher que j'ai encore un peu la tête dans le guidon avec l'école thématique qui est en cours d'élaboration et qui se tiendra la semaine prochaine. Donc, on a identifié, du point de vue du GDR, 2 actions majeures qui sont évidemment
les écoles thématiques, dont la première édition aura lieu cette année. Et après, normalement, ça devrait se répéter à peu près tous les 2 ans, puisque si on veut que ce soit soutenu par le CNRS, il faut déposer un dossier de candidature à une date qui est incompatible avec le fait que ça se réalise la même année qu'il y en a déjà une. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une année sur l'autre. On est obligé de laisser passer une année. Ce sera donc la prochaine fois en 2023. Et la deuxième grande action de formation, c'est celle du concours international sur les organoïdes que Franck et Jacques vous présenteront juste après. Alors, pour ce qui est de l'école thématique, donc on a un programme assez intense, hein, c'est pratiquement une semaine entière, puisque ça commence un lundi midi et ça finit un vendredi midi. Mais c'est pour ainsi dire pratiquement une semaine entière. On a à peu près 100 participants, 15 partenaires privés, sponsors de cet événement. Et ça va nous durer donc 4 jours, avec la même organisation, si vous voulez, que la structuration générale du GDR, c'est-à-dire une journée passée à décrire comment on fait des organoïdes, une seconde, comment on les caractérise, une troisième journée qui sera organisée autour des questions de formation, avec je reviendrai après là-dessus, et puis une dernière journée sur la valorisation, avant une mise en commun de tous les ateliers auxquels les gens auront pu participer le vendredi matin, et l'édition d'un livre blanc pour les écoles futures et les actions qui pourraient être conduites. Alors, une journée typique, c'est des cours, conférences le matin, l'après-midi, des ateliers. Ensuite, on a quand même des pauses, hein, parce que ça commence à 9 h du matin et on recommence à travailler à 8 h du soir jusqu'à peu près 9 h 30 pour avoir des présentations soit sponsorisées, des présentations académiques sponsorisées ou alors des présentations par les sponsors, mais sur des thèmes scientifiques, hein. On a bien insisté auprès d'eux pour qu'ils fassent de l'information pour les stagiaires. Il y a aussi des travaux pratiques virtuels. Alors, on aurait pu les imaginer en présentiel, ça aurait été envisageable à l'université de Strasbourg, mais malheureusement, à cause de la pandémie, STEMcell qui les organise et puis les organisateurs, nous avons préféré faire ça en virtuel. Donc, il y aura des salles, en fait, qui seront des salles de travaux pratiques virtuels. Enfin, il y aura une salle de travaux pratiques virtuels. Et c'est surtout destiné aux doctorants et aux postdocs. Voilà, que dire de plus? On aura une soirée dégustation de produits locaux le mardi et on essaye de monter une soirée festive le jeudi soir, de façon à ce qu'il n'y ait pas que du travail. On est un peu plus que 100, donc c'est-à-dire un peu moins que ce que nous sommes pour l'instant, puisque je vois que nous avons 127 participants en ce moment. Voilà pour l'école. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Tu peux nous préciser la dégustation des produits locaux? Ah ben, c'est que des produits locaux. Donc, alors, dans les produits locaux, il y a du salé, il y a du sucré, il y a du liquide. Ce sera un grand buffet. Donc, chacun pourra choisir des produits alsaciens. Donc, il n'y aura pas le kit farce, Bruno. Donc, Pardon? Il n'y aura pas le kit farce, donc ça va. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous connaissez les vins d'Alsace, vous connaissez les produits salés. Il y a des kouglof salés, il y a des tas de, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre sur les tables, des tartes flambées certainement. Voilà. Du sucré aussi, des gâteaux. Vous verrez. Voilà. Donc ceux qui vont venir seront absolument ravis de la visite, au moins pour ça, mais sûrement pour beaucoup d'autres choses. Je remercie d'ores et déjà les sponsors. Et si d'aventure il nous reste un peu d'argent, il sera immédiatement redestiné à organiser l'édition suivante de l'école. Et il y aura, il y a quand même 2-3 trucs quand même encore que je veux dire. Le mercredi après-midi, donc il y aura une session de démonstration par les industriels qui veulent faire des démonstrations. Ça peut être des équipements, ça peut être
des présentations de protocoles expérimentaux, de technologies, de choses comme ça. Évidemment, il y aura des stands et puis on espère qu'il y aura beaucoup d'échanges avec les participants pour qu'ils repartent très motivés pour aller faire des organoïdes chez eux. Voilà, je m'arrête pour l'école. Merci Vincent. Merci Jean-Luc. Franck, est-ce que tu veux prendre la parole sur ces 2 diapos? Merci. Merci Jean-Luc, merci Vincent. Donc je vais vous parler très rapidement du projet de compétition InnoContest qui avait été initié par Jacques Hayesh c'était en 2018 qu'on a débuté ça. Et donc du coup l'objectif c'est d'organiser une compétition étudiante. Donc, on s'oriente à des étudiants qui commencent à Bac+2, mais même si évidemment, on s'intéresse aux étudiants qui sont plus engagés, plutôt Bac+4, Bac+5, afin de favoriser l'interdisciplinarité et de récompenser le travail dans le domaine des organoïdes. Le but visé d'une telle compétition, c'est de créer un véritable réseau des formations notamment au niveau Bac+5. On parle des masters, des écoles d'ingénieurs. Je pense que les écoles doctorales pourraient peut-être être intéressées aussi dans ce type de stratégie. Et de manière à faire travailler des chercheurs, des étudiants dans le domaine des organoïdes de manière interdisciplinaire, de manière à mélanger la biologie, la physique, les maths, les SHS, l'informatique, la chimie, puisque tous ceux qui font des organoïdes savent qu'on se retrouve très rapidement à discuter avec des gens qui sont d'autres spécialités que nous. Donc pour l'instant, si tu veux aller juste à la diapo d'après, il y a un site web InnoContest qui a été créé, qui sera reformaté bientôt. On travaille, je remercie Vincent qui a travaillé avec nous pour essayer de le reformater, le rendre plus accessible. L'idée, c'est d'attirer les étudiants pour qu'ils créent leur groupe, qu'ils trouvent leurs partenaires, aussi bien des partenaires académiques et privés, pour faire leurs projets qui vont comprendre des manips en labo. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient des partenaires wet lab, et des partenaires privés, industriels, qui peuvent les accompagner techniquement ou financièrement. Je pense qu'on ne cache pas qu'on s'inspire un petit peu du concours iGEM. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours de biologie synthétique qui a été lancé il y a un certain nombre d'années par le MIT, qui a énormément de succès maintenant, qui regroupe des centaines d'équipes et qui vraiment fait foisonner la biologie synthétique, qui rassemble beaucoup de formations en biologie synthétique. Et donc, notre objectif, ce serait d'essayer d'attirer de manière internationale, il s'agit d'une compétition internationale, toutes les formations qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, nous avons eu jusqu'ici 5 équipes, donc 3 en 2019. L'année 2020 était un petit peu compliquée à cause du Covid. Forcément, on avait quand même eu 2 équipes qui avaient travaillé sur leur projet. Et en 2019, fin 2019, avant le Covid, à la belle époque, on a même eu l'occasion d'organiser une remise des prix lors du congrès organoïde à Visan, qui était vraiment très intéressante. Donc, si ce type de projet vous intéresse, je serai présent mercredi à l'atelier InnoContest l'après-midi pour qu'on envisage que faire de ce congrès InnoContest. Et donc le titre de l'atelier, c'est qu'est-ce que sera InnoContest dans 10 ans. Et je pense que, voilà, comme je disais, c'est interdisciplinaire. Donc venez nous rencontrer, discuter avec nous. Je pense que c'est une occasion pour justement rapprocher les communautés, à la fois les étudiants, les entreprises, les académiques, de manière très dynamique. Voilà pour InnoContest. Bien, merci beaucoup Franck. Donc j'aimerais aborder le dernier atelier, qui est l'atelier éthique et intégrité scientifique. Donc Anne Dubar-Kupperschmidt pourra peut-être nous le présenter. Donc c'est
commence par cette diapo très générale, Anne, si ça convient. Oui, c'est alors donc une diapo très générale parce qu'effectivement, les travaux de ce groupe n'ont pas encore vraiment commencé parce qu'ils sont très liés au projet Hybrida dont je vais vous reparler tout de suite et qui est en train de démarrer en même temps. Donc, avec l'été, etc., il y a eu des problèmes de calendrier pour se réunir. Il y a d'ores et déjà un certain nombre de personnes qui se sont montrées, qui font partie du GDR ou pas d'ailleurs, qui se sont montrées intéressées à participer à cet atelier éthique. Et donc, il faut qu'on définisse un peu les contours de comment on va travailler et qui est-ce qu'on va intégrer dans ce groupe de travail qui, évidemment, a vocation à être ouvert un peu largement sur peut-être des gens qui ne sont pas strictement dans le domaine expérimental, mais il faut aussi rester dans des dimensions qui permettent d'avancer, d'être efficace. Alors, je vous disais que donc, les travaux de ce groupe vont être assez liés au projet Hybrida. En effet, le projet Hybrida, c'est un projet européen qui s'intitule « L'éthique des organoïdes » et dans lequel à la fois le GDR organoïde et le comité d'éthique de l'INSERM participent et ont comme tâche de participer, enfin de diriger, de coordonner, disons, le WP5. Alors, l'équipe officielle, non, tu peux revenir la précédente très rapidement. Donc, les personnes qui participent officiellement, enfin, sur ce projet sont à la fois donc, du comité d'éthique de l'INSERM avec son président Hervé Schneves et Bernard Berchi qui a déjà beaucoup travaillé et produit des notes que vous avez peut-être lues et si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande d'aller les chercher sur le site de l'INSERM sur les organoïdes et donc qui ne font pas partie du GDR. Et puis, au moins 3 personnes, mais on peut y ajouter Jacques Ayesh qui participe activement à nos travaux maintenant. Donc, Jean-Luc Galzi, Corinne Sébastiani, donc Jacques Ayesh et moi, qui sommes, non, pardon, Jean-Luc n'est pas au CEI, mais enfin bon, qui font partie du GDR. Et puis, il y a aussi donc Christine Lemaître, qui est associée puisqu'elle participe à la fois aux travaux du CEI et du GDR. Donc, au sein de ce projet sur les organoïdes, sur l'éthique des organoïdes, donc il y a plusieurs work packages. Le premier est un work package un peu philosophique qui est destiné à lever un certain nombre d'incertitudes au sujet des organoïdes et de les définir d'un point de vue philosophique, sociologique, etc. Les work packages 2 et 3 sont plus destinés à faire un panorama de ce qui existe en Europe et au-delà dans le monde entier au niveau de la réglementation autour des organoïdes. Et pour le work package 4, s'intéresser à l'attente du grand public et des parties prenantes vis-à-vis des organoïdes, l'attente, les craintes, les peurs, etc. pour arriver au Work Package 5 qui est chargé de rédiger un code de conduite éthique autour des organoïdes, des directives opérationnelles pour une recherche sur les organoïdes qui soit éthique dès la conception. Donc avec des notions de responsabilité, d'honnêteté, de fiabilité, de respect, etc. Et donc avec potentiellement la rédaction aussi d'un additif au Code européen de conduite éthique. Donc, les directives opérationnelles, elles sont vraiment destinées aux chercheurs, donc au comité d'éthique et au comité d'intégrité de la recherche.
Les points qui ont été relevés comme étant particulièrement sensibles, qu'il faudra traiter dans le code de conduite, sont les consentements au sujet des cellules utilisées dans les organoïdes, de la propriété des organoïdes, d'une éventuelle double utilisation bienfaisante, malfaisante, et puis aussi des points plus critiques vis-à-vis de certains types d'organoïdes particuliers, les embryoïdes et les gastruloïdes, les cérébroïdes, les organoïdes particulièrement complexes intégrant des vascularisations, de l'innervation aussi, bien sûr, et ceux qui peuvent mimer éventuellement l'appareil reproducteur mâle ou femelle. Il faudra aussi intégrer, si possible, des aspects prospectifs. Donc, vous voyez qu'avec ce que je viens de citer, plus l'aspect intégrité qui recouvre la qualité, la reproductibilité, l'efficacité des organoïdes, on rejoint pas mal des préoccupations qui ont été soulevées dans les différents aspects qui ont été traités par les uns et les autres juste avant sur les organoïdes en recherche. On a aussi l'aspect valorisation, les plateformes aussi, bien sûr. Et donc, il va falloir qu'on arrive à travailler les uns et les autres et dans un double flux, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense que les réflexions éthiques vont se nourrir de ce qui sera discuté et des demandes et des attentes des uns et des autres dans ces différents autres ateliers. Et réciproquement, on essaiera aussi de vous faire des retours très réguliers sur les discussions qu'il y a plus largement au niveau européen et qui seront discutées au sein du projet Hybrida. Voilà, et donc d'un point de vue pratique, donc on n'a pas encore prévu de communication particulière, mais bien sûr, on peut, à la demande des uns et des autres, éventuellement participer à vos workshops si vous en voyez l'intérêt, et pour une présentation du projet Hybrida ou des travaux qui sont déjà en cours. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et peut-être, pardon, Corinne et Christine ou Jean-Luc pourront peut-être compléter si besoin. J'ai juste un aspect auquel on vient juste de démarrer, c'est avec la NSM sur les aspects réglementaires. On en est au balbutiement des réflexions sur justement la position des organoïdes au niveau réglementaire. On a initié dans le cadre déjà d'un questionnaire qu'on doit rendre dans le cadre d'un des work packages. On a initié ces discussions, ces échanges pour réfléchir à ces aspects réglementaires qui sont effectivement un aspect très important et qu'on voit qui apparaît dans tous les aspects des autres ateliers. Donc ça, c'est vraiment un balbutiement, mais on compte bien prendre des contacts réguliers avec la NSM pour travailler sur ces aspects-là. Tu as peut-être quelque chose aussi à rajouter? Moi, Jean-Luc, j'ai rien à ajouter. Jean-Luc, excuse-moi. Jean-Luc, Christine. C'était bien, je trouve. Si je peux rajouter juste un point par rapport à l'école. Oui, pardon, j'ai oublié de dire que vous alliez présenter aussi le projet Hybrida et puis parler de l'éthique au cours de l'atelier thématique. Alors, on va le parler sur un des points qui ne fait pas partie d'Hybrida, enfin, qui est la présentation du projet Hybrida, mais qui est l'aspect et le lien avec la formation. Il y a dans les écoles doctorales, il y a une obligation à une formation en éthique et intégrité scientifique. Et en fait, il y a l'intégration de la partie organoïde. Ce qui se passe au niveau universitaire, alors c'est ce qu'on fait en fait à l'Université de Paris, c'est d'avoir un enseignement qui part de la licence et qui arrive jusqu'au doctorat. Et en fait, dans l'école organoïde de la semaine prochaine, dans la journée formation, il y a donc
un, la présentation du projet Hybrida, mais deux, un groupe de travail dont le but, c'est d'initier la réflexion sur quels peuvent être les contenus d'enseignement au cours des différents cycles, donc de la licence, master, doctorat, sur ces problèmes éthiques et intégrité scientifique. Et il y a une question que j'ai vue dans le chat qui est pour les BPL. Alors, il y a 4 documents dans le projet Hybrida. Donc, le premier, c'est des guidelines. Alors, ça s'approche effectivement de ce qu'est BPL. Et le projet Hybrida, je parle sous contrôle de Anne, il a une longueur de 3 ans. L'ensemble de ces documents sont censés être produits au bout de 3 ans. Mais il me semble évident qu'au fur et à mesure de la construction de ces documents, il y a un aller-retour avec le GDR pour affiner justement tout le problème en fait, des guidelines et la partie Code of Conduct, qui est une partie en fait, qui répond à une question qui est arriver à faire une recherche responsable. Alors que les guidelines, c'est faire une recherche fiable. Le tout, Anne en a parlé, c'est SWAFT, c'est la volonté dans ces appels d'offres de retisser les liens de confiance qui existent entre les scientifiques et la société. Oui, tout à fait. J'allais répondre effectivement à ce message que j'ai vu dans le chat. Donc oui, le projet Hybrida dure 3 ans, donc il faudra que les guidelines, etc., les documents soient rédigés pour la fin du projet. Mais bien entendu, c'est ce que j'ai dit, je pense qu'il faut vraiment que ce soit très interactif et que c'est important que nous, en tant que GDR sur les organoïdes, qui sommes un peu disons à la manœuvre pratique tous les jours, on contribue par nos réflexions aussi à nourrir ce projet et nourrir ces documents qu'on va écrire. Et bien sûr, ce sera un aller-retour et les deux doivent, enfin, les échanges doivent être vraiment bilatéraux. J'ai vu juste une question sur la vidéo. Donc, ça, tu peux répondre, je pense. Mais oui. Aussi, il faut signaler normalement, à l'école, la semaine prochaine, l'ensemble des interventions sera filmé, diffusé éventuellement en streaming. Mais surtout, ça sera repris et en post-production pour arriver à mettre en fait les différentes interventions sur le site ou la chaîne YouTube du GDR Organoïdes. Oui, merci Jacques pour ça. Oui. Tout à fait. Donc, je vous propose de conclure un petit peu cette présentation du GDR par un petit rappel du calendrier. Donc, voilà, on est créé depuis seulement depuis janvier 2021 et on est à ce stade du kick-off meeting. Comme Jean-Luc vous l'a expliqué, c'est du 13 au 17 septembre, pardon d'ailleurs, la première édition de l'école thématique sur les organoïdes aura lieu à Strasbourg. La date du webinaire valorisation sera arrêtée très prochainement et vous serez informés. Et en ce qui concerne le colloque à Avissan, peut-être Corinne peut nous en dire. Oui, alors je vais apporter une précision. Donc, oui, sachant que Avissan organise chaque année des colloques inter-ITMO et régulièrement le l'ITMO Technologie pour la santé et PMN Physiopathologie, métabolisme et nutrition se réunissent pour mettre en place un colloque. Et en fait, la thématique cette année qui a été retenue au final n'est pas modélisation des organoïdes, mais intelligence artificielle et son utilisation dans le domaine de la santé, dans lequel interviendra bien évidemment une présentation dédiée aux organoïdes et sur la modélisation effectivement des organoïdes, mais c'est qu'une présentation dans ce colloque. Actuellement, les directeurs des instituts ont précisé que ce colloque se tiendrait non pas en fin d'année 21, parce que cette année est très, très chargée, mais plutôt en février 2022. Et nous sommes actuellement en train de contacter nos experts scientifiques pour monter le comité scientifique afin de mettre en place donc le programme. Et je vous tiendrai informé quand le programme sera établi. Voilà.
Merci. Et donc, ce calendrier se termine au printemps 2022, donc la journée scientifique dont vous a parlé Maxime au début sur les applications potentielles cliniques des organoïdes. Et donc, la dernière diapositive. Oui, à moins que… Oui, donc initialement, il était prévu qu'il y ait un colloque organisé par Avisan sur la modélisation dans le domaine des organoïdes, qui incluait la modélisation mathématique, mais aussi toutes les autres formes de modélisation. Oui. Là, dans la mesure où ils ont changé l'orientation de ce colloque, peut-être pourrions-nous retenir ça comme thème pour une journée scientifique, voire un colloque organisé cette fois non pas par Avisan, mais par le GDR. Peut-être fin 2022, quand ça aura un peu mûri, voire début 2023. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont intéressés par cette thématique. Et donc, si vous voulez être force de proposition là-dedans… on aura une session à l'école. On aura une session qui sera assez étoffée. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de sortir, de prendre de l'ampleur. Donc, ça peut devenir très intéressant dans quelques mois d'ici là. Ouais. Oui, merci Luc. Et donc, je terminerai simplement par présenter nos différents canaux de communication. Donc, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez dû en connaître certains. Donc, on a un site GDR Organoïde qui est opérationnel à présent. Donc, si vous avez des actualités, enfin des news pour notre agenda ou des offres de recrutement ou voilà, différents liens, ce qui peut être des vidéos intéressantes sur les organoïdes, par exemple, voilà. Vous pouvez nous les proposer. Et donc, on a un fil Twitter et une page sur LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus sur le site InnoContest, donc la nouvelle adresse, a priori, serait celle-ci, innocontest.cnrs.fr. Et si vous voulez également donc communiquer avec nous, vous pouvez me contacter ou vous adresser à la liste gdr-organoïde@service.cnrs.fr. Voilà. Et donc, je vous remercie vraiment pour être venu aujourd'hui et nous avoir écoutés. Et je m'excuse aussi pour certaines peut-être erreurs voilà, que vous avez pu remarquer. J'ai eu quelques remarques par mail ou par téléphone sur des petites erreurs qu'on a fait. On s'en excuse, c'est encore tout chaud et on fera tout ce qu'on peut pour les corriger très rapidement. Voilà, et maintenant, si vous avez des questions sur tout ce que vous avez entendu, voilà, il y a des questions déjà. Est-il envisagé de contacter d'autres agences que la NSM, par exemple PEI? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ce point, cette question de Jean-Marc Baloul de Transgène. Peut-être les animatrices de la valorisation? Audrey, Nathalie? J'avoue que je ne sais pas, Jacques. Jean-Marc peut nous dire ce que PEI… Oui, peut-être que Jean-Marc peut préciser, je ne sais pas. Oui, c'est Jean-Marc, je vois mon micro. Non, c'est du regulatory. Donc, c'est pour rebondir sur ce que j'ai dit, ouais, c'est voilà, ce que tout à j'ai fait. dit. Parce que les contacts avec l'ANSM… Ça veut dire quoi, PEI? C'est le PAI, c'est l'ANSM allemande. L'ANSM quoi? Ah, d'accord. C'est de Paul Ehrlich Institut. Alors, Ah. La réponse très est certaine. organoïde. J'ai tendance à dire oui, parce que nous, on va commencer à travailler le groupe français, effectivement, avec la NSM. Il va y avoir des échanges, effectivement, avec nos collègues européens. Oui, bien sûr, j'imagine. Ouais, parce qu'au niveau européen, il y a quand même beaucoup de démarches, en particulier sur les régulatories, pour faire accepter les mouvements in vitro dans la stratégie 3R. Et donc, l'EMA, entre autres, et pas mal d'institutions du nord de l'Europe essentiellement, sont assez branchées là-dessus. L'Italie est pas mal aussi. Voilà. Donc, c'était juste une question de savoir si ultérieurement, quand on aura un peu mûri, on pourra s'exposer et discuter avec tous ces gens. Parce oui, ça sera très important. Ils sont un peu en avance sur nous quand même. Sur le sujet. Oui, on est tout à fait d'accord. On est conscient. Je pourrais intervenir là si possible, là, parce que donc, moi, j'anime le réseau Prévitox qui vise à analyser la toxicité médicamenteuse dans des modèles in vitro et in silico. Et évidemment,
les organoïdes ont une place très importante et ce réseau est actuellement financé par la NSM. Donc, c'est à mon avis, donc je suis content que Corinne ait mentionné la NSM parce que je pense qu'il serait très important que la NSM ait une position sur les 3 R, le rôle de l'organoïde. Bruno, je suis désolé de t'interrompre, il y a des personnes de la NSM en fait, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Peut-être que Valérie Salomon va s'exprimer à ce sujet. Eh ben, c'est très bien. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Valérie Salomon, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, l'agence s'est réorganisée assez récemment, au mois de février. Et donc, j'ai la chance d'être à la tête de la direction des métiers scientifiques de l'agence. Vous avez aussi Paul Ouetto qui est là, qui est référent scientifique sur les aspects non cliniques. Et en effet, cette organisation, on va dire, qui regroupe maintenant les métiers, notamment de la non-clinique, permet d'avoir une autre force de frappe et de pouvoir s'ouvrir et notamment s'ouvrir sur les nouvelles technologies à venir. Et évidemment, on a engagé sur les aspects 3R. Donc, on a mis en place un groupe de travail permanent en non-clinique et son premier travail est sur les organoïdes. L'idée étant de pouvoir évidemment bien connaître les enjeux, ce qui se fait, pouvoir après créer aussi l'encadrement autour. Et puis pour l'agence, bien sûr, c'est le maintien de ses compétences, l'évolution de ses compétences quand des laboratoires ou des académiques commenceront à nous proposer des essais cliniques, par exemple, développés avec une partie sur des organoïdes. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été invité et qu'on commence à faire notre tour d'horizon. Donc c'était vraiment intéressant pour nous, voilà, de pouvoir participer. On a déjà eu des échanges avec un certain nombre d'entre vous pour mieux comprendre votre organisation. Donc c'est plutôt bien pour nous d'être aussi un peu au démarrage. Et puis, en effet, la NSM a financé donc, le projet, pour une part, le projet Prévitox qui vise à fédérer aussi des stratégies et puis des laboratoires autour de la toxicologie et bien sûr avec une composante organoïde. Donc voilà, donc on est là pour essayer après d'accompagner au mieux, puisque c'est nous qui, bien sûr, en lien avec l'Europe, édicteront tout ce qui est guideline pour le développement de médicaments, aussi bien en essai clinique que dans les AMM, en utilisant ce type de nouveaux outils. Donc, on voulait vraiment être à l'origine aussi de ces projets, à l'origine, bien connaître les enjeux. Et donc, votre démarche est vraiment intéressante parce qu'elle balaye tout le scope. Donc, voilà, donc on est ravis de pouvoir être là et vous écouter sur votre démarche. Si je peux me permettre une question, Nathalie Picolet-Dain, pour Valérie, justement. Le groupe de travail ouvert justement sur les organoïdes, est-ce que vous incluez également les organoïdes sur puce comme nouveaux outils Oui, alors je vais laisser peut-être Paul Ouetto parce qu'on a fait un focus, évidemment, la thématique elle est très large. Donc, on est sur le foie, voilà, on est plutôt sur le foie, et en effet plutôt sur les organes sur puce. Mais peut-être que Paul, tu peux juste préciser un peu les contours de ce comité, et puis bien sûr tous nos comptes rendus sont en ligne. Alors on démarre avec des auditions, et c'est vrai que ça sera aussi intéressant d'avoir un certain nombre d'entre vous en termes d'audition, parce que c'est une autre façon aussi de communiquer, notamment vers les industriels qui scrutent normalement sur le site internet de l'agence les comptes rendus de nos différents groupes de travail. Voilà. Mais Paul, si tu peux apporter des précisions sur le travail. Oui, merci Valérie, mais je pense que tu as déjà fait tout le tour de la question. Je n'aurais pas grand-chose à dire, simplement à préciser pour cette question qu'effectivement, l'agence se préoccupe de ces technologies d'organes sur puce.
Et c'est dans ce cadre qu'elle a souhaité donc un peu anticiper et chercher à amorcer une réflexion autour de ce sujet sur les technologies donc, innovantes de culture en 3D. Et cela s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le CSP, qui est le comité scientifique donc, permanent, regroupant donc des experts, et c'est lequel nous avons donc réfléchi sur cette problématique donc, des organes sur puce. On en est à la 5e réunion, donc ce sont des réunions qui ont été faites entre nous pour essayer de voir un peu l'état de l'art des organes donc, sur puce en focalisant notre donc, aspect sur le foie parce que c'est l'organe donc, essentiel pour ne pas aller dans tous les organes dans un premier temps. Et ensuite, nous avons aussi auditionné certains donc, parties prenantes. Ça nous a permis d'avoir au moins un overview aussi bien sur la pratique de tous les jours. Et on compte aussi donc, auditionner des fabricants donc, de ces organes sur puce. Donc, pour vous dire simplement que tout ceci concourt à pouvoir donc réfléchir et amorcer cette réflexion autour donc, de ces organes sur puce pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Et c'est pour ça que le spectre aussi a été élargi et c'est comme ça que nous avons donc eu, comme Valérie l'a dit, à vous rencontrer, plusieurs d'entre vous, sachant que vous travaillez sur ces aspects pour essayer d'englober un peu toute cette problématique afin que tous ensemble nous puissions donc avancer d'une seule voie dans le sens donc de cette promotion des organes sur puce. Et pour répondre un peu à la question tout à l'heure, c'est vrai, effectivement, ce serait donc une action locale, mais qui serait donc doublée par cette action aussi européenne, parce qu'on sait qu'au niveau de l'EMA, comme certains l'ont dit, les Allemands travaillent pas mal là-dessus, l'Italie, la Hollande, et ça serait bien donc de converger nos efforts dans ce sens, surtout au moment où la mise en place donc, des guidelines sera donc effective, parce qu'il fallait avoir ce background avant de pouvoir donc réfléchir sur l'idée donc de cette réflexion au niveau donc réglementaire, sans savoir que tout à l'heure, on a parlé d'un aspect qui est très important, qui est la standardisation. Donc, tout cet aspect de valorisation est aussi vraiment d'essor grandissant. Et je vous remercie pour tout ce travail qui a été donc entrepris. Merci bien pour votre réponse. Question d'Audrey. Serait-il possible d'établir un lien sur le site du GDR avec le site de la NSM? Oui, on va faire ça. On va faire ça. Enfin, après, si Valérie et Paul sont d'accord avec ça, je pense qu'on peut peut-être faire un lien vers les comptes. Ah oui, vous pouvez tout à fait. Enfin, de toute façon, c'est un site internet, donc vous pouvez cibler, mais je pense que c'est intéressant. Bon, le site de l'agence, maintenant, est beaucoup mieux qu'avant, c'est clair. Il est beaucoup plus clair, normalement. Donc, vous devriez pouvoir retrouver et avoir un accès plus direct sur cette partie du CSP avec les comptes rendus. Voilà, bien sûr, il n'y a pas de souci. On fera ce lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales ou par le chat? Toujours surpris quand on a peu de questions. On a été tellement clair que ça, c'est incroyable. Ah, Georgia, je vais réactiver le micro. Je pense que vous pouvez le faire vous-même, Georgia, je pense. Ok, merci. Ouais, voilà. Bonjour. J'aurais été intéressée de savoir si on peut commencer à identifier des gens qui soient, on va dire, spécialistes dans la partie de l'analyse multi-omique, bioinfo sur le single cell dans ce groupe. Est-ce que… Je ne sais pas si les gens se sentent visés, c'est Max. Vous voulez préciser partie multi-omique associée aux organoïdes? Exactement, oui. Dans le single cell et l'analyse. Alors, il y a pas mal de groupes, je pense, en France qui doivent utiliser la combinaison de ces techniques. Nous avons pu le faire avec single cell des approches. Après, alors peut-être qu'on peut se mettre directement en contact, mais
le GDR, d'une part, était un site d'échange et je pense que c'est l'idée du GDR si vous cherchez des contacts par rapport à des questions très précises. En revanche, je tenais à préciser, alors nous, on est spécialiste organoïde. Par contre, Single Cell, on a des partenaires avec qui on travaille. Donc, on peut vous donner enfin, nous, comment on a fait notre approche, quelle a été notre approche pour pouvoir vous orienter sur vos activités. Bon, très bien. Donc, je vais noter votre nom et vous recontacter. Donc, à cette fin, merci beaucoup. Ça marche. Mais on mettra en place un annuaire, hein, c'est ça? Oui, il y a déjà, fait, les membres du comité de pilotage sont déjà dans un annuaire qui se trouve sur le site Internet. Et si vous avez des questions à poser de manière large, c'est-à-dire à la recherche d'une réponse, je pense que la liste GDR organoïde @service.cnas.fr, elle est indiquée pour ça. Enfin, on modère évidemment les messages, mais je pense que si vous avez ce genre de questions, peut-être qu'on peut les distribuer. Voilà. Merci. Une question de Fabrice, ou une remarque donc, sur les actions à prévoir, sur donc, appréhender les usages des organoïdes et les qualifier face aux modèles précliniques existants. Les services des pharma fournis par les CRO. Si je peux essayer de répondre là-dessus, mais pour moi, typiquement, ça fait partie de ce qu'on peut faire dans l'axe valorisation avec justement le club des partenaires et ses réflexions avec les partenaires privés pour mieux connaître, eux, ce dont ils ont besoin, les critères auxquels doivent répondre aussi les organoïdes et parfois aussi les mises en place de consortiums, tout simplement, puisque les organoïdes, en tout cas pour tout ce qui est humain, on va aussi les obtenir grâce au travail des hôpitaux et aux patients qui veuillent bien nous donner les tissus. Et donc, il y a aussi certains critères à remplir dans ce processus-là pour que les CRO puissent les utiliser. Donc, je pense que dans le cadre des ateliers de valorisation, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et encore une fois, pour cet atelier, faites-nous remonter vos besoins, vos envies de discussion, autant académiques que privées, parce que c'est ça qui va nourrir l'animation de cet axe et qui va nous permettre vraiment d'élaborer des programmes qui répondent aux attentes de tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Ouais, Audrey, si je peux compléter, c'est aussi une préoccupation permanente, enfin, on va dire primordiale au niveau des plateformes. Hein, parce que, oui, mais ça se fera ensemble. De toute façon, on ne peut pas le faire l'un sans l'autre. C'est indissociable, exactement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas effectivement cette notion, en fait, entre guillemets, de qualification, les plateformes ne sont pas forcément des CRO, mais elles doivent répondre à des exigences, on va dire, quasi similaires, quoi. La frontière n'est pas forcément facile à définir, mais je suis sur la même ligne. Et côté ANSM aussi. Hein. On vous contactera pour ces ateliers-là. Comptez sur nous. Xavier, tu voulais peut-être compléter ça ou c'était une autre question? Parce que Jean-Luc a également… Non, on est ensemble, mais on a quand même Fabrice. En fait, c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit Audrey, moi, ça me paraissait d'autant plus important d'échanger avec ces CRO et de construire avec eux, puisque justement, aujourd'hui, sur le marché existant, c'est eux qui sont positionnés sur les modèles et les tests pharmacaux pour les industriels de la pharma. Et je pense qu'ils peuvent vite se braquer en étant un peu anxieux ou en se positionnant en concurrent. Et on a tout intérêt, je pense, à construire avec eux même ce genre de partenariat et bien anticiper en amont, on va dire, du développement des modèles d'organoïdes standardisés. Sachant, oui, je suis tout à fait d'accord, sachant qu'en fait, le but d'une CRO, c'est pas forcément, c'est là où je dis aussi entre plateforme et CRO, mais en fait, les objectifs, effectivement, seront les mêmes et selon les clients et selon, en fait, les projets, l'un pourra répondre mieux que l'autre. Après, la question, c'est est-ce que les CRO ont la capacité à intégrer certaines de ces techniques ou de ces approches. Il a été mentionné là le single cell. Bon, il y a des plateformes ou des méthodologies qui sont en pleine expansion là-dessus. Est-ce que les CRO vont intégrer aussi ces approches-là? Il n'y a aucun doute, ils vont le faire. C'est où est la transition entre la notion d'organoïde et puis la notion d'analyse? Je rejoins ce que disait Bruno, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un continuum. Oui. Pour moi, d'où la collaboration, pardon. Ouais. D'où pour moi la collaboration entre nous, académiques, qui mettons au point ces modèles et qui devons les caractériser, et le partenariat avec les CRO qui vont pouvoir utiliser en fait ces outils-là. Et c'est un développement qui va être fait main dans la main, sinon ça ne peut pas fonctionner. Oui, voilà. Là, c'est un co-développement en fait.
parce que tout le monde n'intégrera pas l'intégralité de la chaîne, ou alors ce sont des plateformes ou des CRO parfaitement intégrés, mais ça va devenir il y a une spécialisation qui est quand même nécessaire. Hein. Donc non, mais là, je te rejoins que c'est vraiment du co-développement. Hein. Ouais. Non, mais Bertrand, je pense que le point très important, c'est l'expertise. Les CRO ne peuvent pas avoir une expertise généralisée. C'est là où je dis, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'expertise et de spécialisation, parce qu'un organoïde d'intestin ou un organoïde de cerveau, il ne va pas être traité de la même façon, ou du foie, hein. Il ne va pas être traité forcément de la même façon. Donc, ils ne pourront pas avoir une vision globale. Donc, il y aura une spécialisation, et c'est là où il y aura soit du co-développement, soit au niveau des expertises qui vont être très très pointu, quoi. Et ça va être nécessaire. Parce qu'on n'est pas obligé de faire des organoïdes, ça dépend vraiment des questions posées. Et c'est pour ça que l'expertise, évidemment technologique et analytique, est fondamentale, mais également l'expertise biocell et physiopathologie, en fait. Et ça, les CRO ne peuvent pas être généralistes. Enfin, ils sont généralistes, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne pourront pas tout faire. Je suis d'accord. Ils ne pourront pas tout faire. Surtout qu'il y a une complexification en fait, des analyses, parce que les organoïdes, c'est quand même complexe. Moi, ce que j'en vois, donc je ne sais pas. Et tu vois, par exemple, en toxicité médicamenteuse, on n'est pas obligé de faire un organoïde 2 fois. On peut très bien faire du 2D pour répondre à certaines questions en routine. Et ça c'est l'expertise qui va le dire. C'est pas. Oui, mais le 3D, tu vois bien que le 3D, il est quand même bien plus pertinent sur le long terme. Hein. Tu vois ce qu'on a fait, c'est quand même assez impressionnant. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est nous aussi de nourrir la discussion avec les CRO, parce que de leur côté, parfois, ils ont des modèles qui existent depuis très longtemps, qui sont validés comme étant des modèles précliniques à l'heure actuelle, mais aussi parfois à nous de leur prouver que certains outils qui peuvent être développés seront plus performants, seront plus relevants aussi de certaines pathologies, etc. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont aussi à la fois le système qualité et ils ont aussi le système d'automatisation que beaucoup, en fait, n'ont pas. Et donc, en fait, s'appuyer aussi sur cette expertise-là, je pense que c'est vraiment une plus-value. Et je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire la notion de co-développement me semble, si on a des partenaires ou des gens qui disent on top là, ça peut être vraiment très, très, très puissant, quoi. Si je peux compléter, excuse-moi Vincent, il faut aussi que les académiques du coup réalisent, parce que parfois les académiques, on a aussi tendance à être un peu, voilà, ce sont nos modèles, ce sont nos objets, etc. À réaliser, enfin, il faut qu'ils réalisent que quand ils mettent en place ce genre de projet, il faut qu'ils se posent la question dès le départ, est-ce que je ne veux faire dessus que de la recherche fondamentale, ou alors est-ce que effectivement je veux qu'un outil puisse être utilisé pour de la recherche préclinique, puisse être utilisé par des privés, des académies, enfin voilà, des CRO ou autres. Audrey, c'est la notion d'ouverture, c'est ce qu'on discutait à la fois au niveau des plateformes. Oui, mais c'est aussi des réflexions qu'on aura, qu'il faudra qu'on discute dans l'atelier valorisation autour de la mise en place des consortiums, des contrats de collaboration, etc. Et bien comprendre à quoi correspond quoi. Tout à fait, mais ça il faut que ce soit ouvert, mais sous quelles conditions Ah oui, ça va être votre chantier, vos chantiers. Jean-Luc voulait faire une remarque ou je sais pas, poser une question? Je pense que la question de Fabrice Navarro, c'était d'interroger les organoïdes comme modèle préclinique prédictif de ce qui va se passer dans le développement du médicament. Et là, je voudrais signaler qu'il y a un groupe de travail qui s'appelle Pharmacologie, qui est dirigé par Pierre Marquet, qui est en train de travailler sur cette question en ce moment. Et je pense que c'est un secret pour personne que le développement d'un médicament, ça reste très hasardeux, que le taux de succès reste aux alentours de 10 à 15% en clinique, et que vraisemblablement, c'est dû à une faible qualité de nos modèles précliniques. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on parte du principe que l'organoïde est mieux que le reste. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à le démontrer, et je pense que ça, ce serait un vrai chantier à conduire au sein du GDF, d'essayer d'arriver à monter des programmes scientifiques qui permettent de comparer les modèles précliniques entre eux et pas seulement de l'affirmer,
en disant bah ouais, c'est mieux parce que c'est comme ci, c'est mieux parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas un argument qui est recevable. Donc, il y a un montage de projet qui pourrait éventuellement être fait, proposé par un collectif scientifique pour faire quelque chose. Par exemple, sur le modèle de Prévitox est intéressant puisqu'il s'intéresse à faire de manière rétroactive la prédiction de toxicité de médicaments qui ont été découvertes après leur mise sur le marché. Et donc là, quels sont les modèles précliniques qui existent? Et bien sûr, les organoïdes en font partie. Et on est tous ici pour espérer qu'ils seront plus performants que les autres modèles précliniques, mais on ne l'a pas démontré. Est-ce qu'on arrive à ensuite identifier bon modèle préclinique qui prédit la bonne propriété? Voilà, je pense que c'était ça la question de Fabrice. Oui, c'est exactement ça. Quand j'entendais actions à prévoir, c'était aussi des actions de partenariat et de benchmark, d'études comparatives, pour pouvoir justement, même nous en tant que scientifiques, derrière, apporter vraiment un argumentaire fort en disant on a démontré que ce modèle préclinique organoïde, il est pour telle ou telle pathologie plus pertinent que les modèles précliniques existants actuellement. Voilà. Je suis tout à fait en phase avec ce qui a été donc dit. Éventuellement, je rejoins même d'ailleurs les propos de M. Clément tout à l'heure en disant que pour le développement du médicament et particulièrement au niveau préclinique où commencent tous les modèles qui doivent donc être explorés, il est bien évident que il faut se poser les vraies questions au départ, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il faut une liste de questions particulièrement pour savoir un peu ces modèles que nous allons développer. Est-ce que si on développe un organisme, ça peut être utile ou non? Parce que dans certains cas, on le voit très bien, et puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, dans le développement pour les ADME, etc., ou déterminer une clairance, le modèle organoïde n'est pas aussi performant que cela. On préfère même se résoudre donc au 2D. Mais par contre, pour d'autres, bien évidemment, on peut avoir donc des modèles qui peuvent être intéressants et qui peuvent d'ailleurs venir en aide ou en support au modèle donc animal qui quelquefois n'arrive pas donc à prédire ce que l'on peut avoir comme effet en clinique. Et on l'a vu donc avec certains donc produits. Jean-Charles, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais appuyer ces arguments qui ont été dits parce que en ce qui concerne en particulier la toxicité hépatique qui est essentiellement due à des réactions immunes, dans le cas des delayed drugs induced, donc il y a évidemment une réaction immunitaire et il y a peu ou pas d'organoïdes qui incluent tous les types cellulaires et en particulier le contingent immunitaire qui est responsable des tox. Donc ça, c'est un vrai sujet. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, sachant que bon, au niveau donc, de la réaction immunitaire, on est donc moins doté parce qu'on n'a pas de seuil de ce côté, donc c'est très difficile d'avoir donc un élément détonnant, quoi. Donc du coup, on est plus limité que dans la tox donc classique. Très bien. Jean-Marc Ballot nous précisait qu'il y a un projet européen, donc pour ceux qui ne suivent pas le chat forcément, qui est un projet européen IMSAVAR qui qui a un peu cet objectif de comparer les modèles animaux. Et, Tout à fait. Donc c'est concentré sur l'immuno-oncologie. Donc on parle d'immunologie. Donc l'objectif du projet, c'est aussi d'inclure dans les chips une composante immunitaire. Donc, le projet n'a pas vocation à adresser toutes les pathologies. Donc, c'est essentiellement en oncologie avec des cibles thérapeutiques très précises. Donc, on travaille surtout sur les checkpoint inhibiteurs et les CAR T-cells pour l'essentiel et pour essayer de reproduire in vitro les rages cytokiniques qui n'ont pas été détectés par les modèles précliniques, mais qui ont été délétères dans un certain nombre de cas chez les patients en oncologie. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien pour certains checkpoint inhibiteurs, tout s'est bien passé en safety, mais en fait, chez l'autre, ça ne s'est pas très bien passé parfois. Donc voilà, donc le challenge de ce projet-là. Le site web, c'est IMSAVAR Europe, vous allez trouver facilement le descriptif. Il est dirigé par Novartis. Il y a un certain nombre d'industriels, dont Roche aussi. Voilà, c'est un projet extrêmement intéressant parce qu'il a vraiment pour objectif de benchmarker les modèles précliniques standards, classiques, avec des nouveaux modèles, soit basés sur lignée, soit, si possible, sur des choses qui sont plus
médecine personnalisée avec l'utilisation de tumeurs de patients. Oui, je connais aussi le projet Predictor, oui, tout à fait. C'est très intéressant ça, parce que le modèle donc, animal est un très mauvais modèle dans la prédiction ou l'extrapolation des réactions donc, allergiques. Donc la plupart du temps, on tâtonne un tout petit peu. Donc je crois qu'une mise au point pareille pourrait donc nous aider. Voilà, c'est tout à fait l'objectif qu'on a chez nous aussi. On est conscient des limitations des modèles précliniques. Et donc aujourd'hui, l'effort de notre société, c'est d'aller vers intégrer l'immuno et l'oncologie dans un même device, on va dire ça comme ça, et de le valider après du point de vue réglementaire. Voilà. Jean-Marc, il y a d'autres questions ou remarques sur ce sujet ou d'autres sujets? Encore un petit peu de temps, n'hésitez pas. Hein. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'est Amélie Moreau. Oui, c'est ça, voilà, je travaille chez Technologie Servier. J'ai une question, parce que vous aviez l'air de dire qu'il y avait beaucoup de groupes de ce même genre, donc il y a Organoid, j'ai compris qu'il y avait aussi Microfluidic. Est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez faire un petit overview de tout ce qui existe dans comme groupe de ce genre? Groupement de recherche microfluidique. Oui, en effet, oui, il y a ce groupement de recherche. On travaille aussi avec, je vais en oublier sûrement, donc aidez-moi, mais il y a aussi le GDR Imabio, par exemple, le GDR Réparer l'humain, qui a aussi des thématiques qui sont transversales aux nôtres. Qui est-ce qu'on peut citer d'autres? Aidez-moi. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? C'est les organes on chip ou uniquement la microfluidique ou les deux? Ou savoir quel GDR travaille avec nous ou... Non, oui, clairement, c'est les organes on chip qui m'intéressent. Okay. Donc, je pense qu'il y a un lien de toute façon direct entre les deux groupes de recherche. Mais bon, j'imagine que vous avez prévu de faire des ponts. Je l'ai bien vu. Justement, on associé parmi les partenaires tout à l'heure du GDR, on vous a dit qu'il y avait 11 industriels et un pôle de biocompétitivité qui s'appelle BioVallée et qui justement qui a structuré, qui a mis en place au niveau français un annuaire des équipes qui travaillaient sur les organes on chip. Donc, je vous invite à aller voir sur le site du GDR. Il va y avoir le lien avec justement ce pôle de compétitivité qui recense en France, qui a fait un travail de recensement en France des équipes qui travaillent sur les organes on chip. Oui, tout à fait. En fait, on a fait partie de cette initiative. Donc, en effet, je connais bien l'annuaire. Voilà. Et après, effectivement, le GDR en microfluidique est aussi très actif de ce côté-là. D'accord, très bien. D'autres mains qui se lèvent? Non. Question sur le chat. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions qui se posent, en tout cas, j'ai un long message, mais c'est un message de remerciement, donc je pense que tout le monde pourra le lire et merci pour l'encouragement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être mettre un terme à cette première réunion. Encore une fois, merci à tous d'y avoir participé. Je pense qu'on reverra un certain nombre d'entre vous la semaine prochaine à Strasbourg et dans les premiers événements qui auront lieu d'ici la fin de l'année. Voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et voilà, au nom de tout le comité de pilotage, merci à tous. Merci Vincent. Merci Vincent. Merci Vincent. À bientôt. Merci Vincent. À bientôt. Au revoir. À très vite. Au revoir. Oui, à très vite. Oui. Merci. Je coupe l'enregistrement.